Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 19 de la série. Alors j'ai enchaîné avec le 18 le mois dernier il me semble, normalement c'est à peu près un par mois. Et ça présente les plus grands tueurs en série de tous les temps, serial murder, et aussi de manière détaillée. Vous le savez, c'est des épisodes et des vidéos plus longues. Bref, je vais pas vous le dire dans tout à chaque fois. Mais voilà, c'est juste au cas où vous pensez, pour les gens qui viennent pour la première fois sur la chaîne et qui disent «Oh, ces vidéos sont trop longues», vous inquiétez pas, c'est la série qui veut ça. Je vais commencer, j'ai choisi pour cet épisode numéro 19 le routard du crime, Francis Holm. J'y vais tout de suite, sinon on va m'insulter, on va dire que je suis trop long et que je raconte trop ma vie. Donc c'est parti. Alors Francis Holm, c'est un tueur en série français qui est né en février 1959 à Metz. Il est surnommé le routard du crime car il a tué aux quatre coins de la France. Ses parents se sont mariés très jeunes. Et Francis, lui, il aura une grande sœur de 6 ans. Et c'est 6 ans de plus que lui et il est dit qu'avec sa grande sœur, il s'entendait très bien. Alors il passera son enfance en Meurthe-et-Moselle, dans une grande barre HLM, une barre HLM qui était entourée d'arbres. Cependant, il faut savoir qu'il vouait une adoration à sa mère, presque. Il la vénérait. Son père, lui, est un électricien rejeté par sa belle famille et ses enfants. Il vient d'Alsace et possède un accent très prononcé. Dans la famille, on le surnommait le Boche. Mais le vrai problème, c'est qu'il est violent avec sa femme et ses enfants. Il frappa surtout son jeune fils, Francis, jusqu'à l'âge de 17 ans et l'enferma régulièrement dans la cave. De plus, il ne pensait qu'à l'argent et aux femmes et dépensait une grande partie de son salaire dans les jeux d'argent et les boissons alcoolisées. Et en plus de frapper son fils, il aimait aussi l'insulter. Hein, oui, parce que s'il le frappe, il faut aussi qu'il l'insulte, hein, sinon c'est pas drôle. Il le traitait de bâtard ou de retardé. Alors faudra quand même expliquer à son père la signification du mot bâtard, hein, parce que bon, si son fils est un bâtard, voilà. Et en fait, il ne l'aimait pas trop, car son fils, il était pas sportif et il avait une allure féminine. Son père, il passe dans le reportage de crime sur Énergie 12 et il parle beaucoup. Et il dément toutes ces rumeurs comme quoi il aurait frappé ses enfants, qu'il frappait sa femme, qu'il les insultait. Je peux pas vous dire, moi je vous dis ce qui a été dit hein, et ce qui a été retenu par la police. Mais après, est-ce que c'est vrai ou non lui il dit non, son père bien sûr il va pas dire oui, puisqu'il doit avoir honte de ça, enfin j'espère qu'il est honteux, mais il est probable qu'il les ait battus et insultés. Alors en effet, à ce moment-là, Francis Holm ne savait pas encore qu'il souffrait en réalité du syndrome, je vais essayer de bien le dire, de Klinefelter. Voilà, c'est bon. Une anomalie génétique qui se traduit par la présence d'un gène sexuel féminin supplémentaire. Son père a donc participé à sa descente aux enfers, car en plus de le frapper et de l'enfermer, il l'a descendu psychologiquement en lui rappelant à quel point il était différent et anormal. Son anomalie lui donne de nombreux défauts. À l'âge adulte, Francis Holm ne possède aucun poil, ses organes génitaux sont minuscules, en gros il a un micro-pénis, et son QI est très en dessous de la moyenne. De plus, il ressemble à une femme dans ses gestes lorsqu'il bouge, et mesure plus d'1,90 m, ce qui est une taille beaucoup plus imposante que les autres membres de sa famille. Il comprend alors qu'aucune femme ne s'intéressera jamais à lui et commence à l'adolescence à montrer des signes d'instabilité. C'est vrai que Francis Holm, il avait un petit peu une frustration puisqu'elle savait qu'aucune femme ne s'intéresserait jamais à lui et c'était pas un homme normal. Il deviendra alcoolique au dernier degré lors de son adolescence et commença à enterrer des animaux. Quand il ne s'en prend pas à des animaux, il s'en prend à lui-même. Il se fait vraiment beaucoup de mal, il s'automutile et se taillade le corps avec des tessons de bouteille, d'alcool qu'il vient de terminer. Il sera donc exempté du service militaire à cause de ses problèmes psychiatriques.
pendant une courte période, tout va aller un petit peu mieux chez lui. C'est la période à l'âge de 20 ans où il découvre le vélo. C'est la période aussi la plus heureuse de sa vie. Ses problèmes psychologiques à ce moment-là semblent s'apaiser. Et c'est vraiment, le vélo va devenir sa plus grande passion. Il va en faire même lors de sa série de meurtres. Et il va parcourir des dizaines de kilomètres à travers la région. Mais 3 ans plus tard, malheureusement, Holmes va apprendre que sa mère possède un cancer. À 25 ans, il fut totalement bouleversé par le décès de sa mère, Nicole Holmes, et se jeta sur son cercueil en hurlant lors de l'enterrement. Il faut savoir qu'il vénérait sa mère, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et pour lui c'était une femme, c'était une énorme femme, enfin non pas une énorme femme, une grande femme, voilà, enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais il la prenait pour une sainte. Bref, je me suis perdu dans ce que j'ai dit, c'était affreux, mais je pense que vous avez compris. Il tenta par la suite à de nombreuses reprises de se suicider à cause du décès de sa mère, mais son père ne prit pas les tentatives de son fils au sérieux. Marcel Holmes trouva ensuite rapidement une nouvelle femme, c'est le père bien sûr. Francis sera alors renvoyé de son emploi de maçon quelques jours plus tard. Il commet finalement son premier meurtre le 5 novembre 1984, 3 semaines après la mort de sa mère. Définitivement, on comprend que c'est vraiment cet élément qui a été l'élément déclencheur. Vous allez dire oui, c'est pas parce qu'il a perdu sa mère qu'il faut qu'il tue des innocents. Je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir qu'il était déjà très fragile, très instable, très anormal. Il était alcoolique en plus, et ce choc, cet énorme choc, le décès de sa mère a été, pour lui, a été presque une révélation. Il s'est dit, c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'il a commencé à péter un plomb. Voilà, pour parler clairement. Alors avec un complice, il va étrangler et égorger Lionel Gineste, une jeune fille de 17 ans qui travaillait dans une boulangerie. Pour lui, elle avait l'air d'une pute avec ses collants noirs. C'est l'unique raison pour laquelle il la tuait. Ainsi, à 26 ans, seul et sans argent, il quitta la maison familiale et partit en autostop afin de mener un voyage meurtrier qui allait durer 8 ans. Et c'est un voyage meurtrier qui va se prolonger dans toute la France. De 1985, à peu près, c'est à peu près vers cette date-là, à 1993, il traversa plus de 37 départements et parcourut des distances impressionnantes à pied, en stop ou en train. Il se rendit également dans d'innombrables gendarmeries ou hôpitaux pour se plaindre d'agressions imaginaires. Il sera également interné plusieurs fois dans des institutions psychiatriques à sa propre demande et avoua ses meurtres à plusieurs reprises et fut même diagnostiqué psychopathe, mais personne ne semblait s'intéresser à lui. Et même s'il avait été interné, même si on l'avait diagnostiqué psychopathe, même s'il avait avoué certains meurtres, il avait avoué être un tueur, le personnel ne s'en occupait, n'en tenait pas compte, donc c'est quand même assez malheureux. Il séjourna également dans plusieurs refuges Emmaüs afin de ne pas dormir dehors, et on remarque, d'après les registres de foyer signés, qu'il s'est déplacé dans toute la France. Il touchait le RMI durant ses années de vagabondage et profitait de cette paye pour boire et acheter encore plus d'alcool. Il trouva occasionnellement des petits boulots de ferrailleur ou de maçon et rencontra parfois des personnages violents et très peu recommandables avec qui il se lia durant un laps de temps plus ou moins court. En 1986, 2 enfants sont tués. Alors là, si vous êtes intéressé à l'affaire Francis Holmes, vous en avez forcément entendu parler de cette histoire. Alors qu'il travaillait pour l'entreprise CTBE, à seulement 400 mètres de la scène de crime. Il avoua seulement avoir vu ses enfants, et dira même qu'ils lui ont jeté des pierres lorsqu'ils l'ont vu passer en vélo. Bon, cette affaire, faut savoir que c'est une affaire qui reste non élucidée. C'est un unsolved murder, voilà, pour se la jouer à l'américaine. Mais elle ne comporte cependant, on va dire qu'il y a beaucoup d'indices qui le mettent en tort, Francis Holmes. De un, on remarque son mode opératoire, car les 2 enfants ont été salement tués. Ils ont été tués à coups de pierre, qui est l'une de ses techniques qu'il a utilisée pour neutraliser plusieurs de ses victimes. Et de 2, on remarque également que les enfants n'ont pas été violés, mais que leur pantalon est descendu. On comprendra plus tard que Francis Holmes, avec son micro-pénis, ne pouvait pas violer ses victimes, mais simplement les déshabiller pour se procurer du plaisir. En décembre 1986,
avec 2 amis qu'il a rencontrés dans un centre de désintoxication de Metz. Il va tuer Annick Maurice, une autostoppeuse de 26 ans. Le corps de la jeune femme sera retrouvé dans un bois en avril 1987, dissimulé derrière un groupe d'arbres à 3 km du centre de désintoxication qu'il avait fréquenté. Le 5 avril 1989, en fin d'après-midi, Holmes s'échappa discrètement du centre psychiatrique qu'il occupait et enleva Joris Viville, un garçon belge de 9 ans, c'est sa plus jeune victime. Il l'enlève dans un camping et le soir, il revient tranquillement au centre psychiatrique. Il était nerveux apparemment, même très angoissé, et il va annoncer une nouvelle fois au personnel médical qu'il venait de tuer quelqu'un à Port-Antibes. Port-Antibes, c'est près de Saint-Tropez. On ne le prit malheureusement pas au sérieux. Le corps nu du jeune garçon sera retrouvé 17 jours plus tard, caché derrière une citerne. Faites très attention, ce que je vais dire, ça peut choquer. Bon, c'est pas que c'est très choquant, hein, mais voilà, c'est quand même, ça montre une extrême violence. Le jeune garçon avait été étranglé et poignardé avec un tournevis à 83 reprises. C'était vraiment de l'acharnement. Là, c'est même plus je veux le tuer, c'est je m'acharne dessus. Aucun membre du centre psychiatrique ne contactera la police et tous se retranchèrent derrière le secret médical. Un mois plus tard, un dimanche, il vit une femme nue en train de bronzer seins nus sur une plage près de Brest. Dans une rage extrême, il la poignarda, l'égorgea et l'éventra. 3 coups d'opinel seront fatals à la femme. Holmes avait arrêté son cœur. La pauvre victime était en réalité Aline Pérez, une aide-soignante de 49 ans, qui fut découverte par des promeneurs peu de temps après le meurtre. Le gendarme, Jean-François Abgral, chargé de l'affaire, eut la conviction que ce crime brutal et précis était l'œuvre d'un tueur en série ayant de l'expérience. Alors ce mec, Jean-François Abgral, je vais beaucoup en parler dans la vidéo, puisque c'est tout simplement un génie. Voilà, moi je dis ce mec, c'est un... Bon, maintenant il est enquêteur privé, et ça se comprend parce qu'il est quand même très intelligent, parce que là, maintenant, on sait que maintenant que Francis Holmes a été arrêté, on se doutait bien sûr que c'est un tueur en série, mais à l'époque, lorsque Abgral menait son enquête, il ne savait pas qui était ce fameux Francis Holmes, il ne pouvait pas deviner que c'était un tueur en série, et il va vraiment le traquer à travers toute la France, et c'est grâce à lui qu'on va arrêter Francis Holmes. Alors bien sûr, le meurtre d'Aline Pérez, c'était un crime gratuit et non prémédité. De plus, la plage était remplie à l'heure du meurtre, mais malheureusement la victime se trouvait dans un endroit isolé. Ce coin de plage était fréquenté par des toxicomanes et des marginaux, qui furent bien sûr interrogés. Les gendarmes apprirent que de nombreux SDF fréquentaient le centre Emmaüs local. Ils s'y rendirent et apprirent que la plupart de ces SDF avaient quitté le centre pour ne pas avoir affaire à la police. Le 19 juin, Abgral fut appelé par des collègues de la gendarmerie qui venaient d'interpeller l'un des marginaux du centre Emmaüs de Brest, un dénommé Francis Holmes. Ce dernier était très tendu et très stressé. Il se comportait bizarrement. Francis Holmes, c'est un tueur qui n'arrive pas à garder son sang-froid devant les policiers. Il serra à peine la main aux gendarmes. Abgral ressentit immédiatement la violence de cet homme. Holmes affirma ensuite qu'il avait fait l'armée et expliqua la technique à utiliser pour tuer une sentinelle, en lui donnant un coup de couteau dans le cou, puis le cœur, puis les reins. Et c'est justement de cette manière qu'Aline Pérez avait été assassinée. Abgral se demanda si Holmes ne venait tout simplement pas d'avouer le meurtre. Ensuite, Holmes il va dire qu'il prenait des cachets anti-angoisse qui pouvaient lui donner des pulsions, ce qui confirma un peu plus les soupçons du gendarme. Malheureusement, Holmes avait un excellent alibi. À l'heure du meurtre, il était dans un service de cardiologie à 80 km de là, où une infirmière avait d'ailleurs pris sa température. Abgral dut donc le relâcher, et Holmes disparut dans la nature. Intrigué et persuadé de tenir son coupable, le gendarme Jean-François Abgral continua pourtant son enquête avec détermination, contre l'avis de ses supérieurs. Il décida de trouver un autre SDF avec lequel Holmes disait avoir passé du temps à Brest avant le meurtre. Il apprit rapidement que Holmes avait menti au moins 2 fois. Il n'avait jamais fait l'armée et l'autre SDF n'avait jamais mis les pieds à la communauté Emmaüs.
On remarquera également que la presse n'avait pas révélé avec précision la nature des coups portés à Aline Pérez. Holm, lui, avait décrit à lui seul exactement le bon mode opératoire. Troublé encore une fois, Abgral se rendit alors à l'hôpital de Quimper pour vérifier l'alibi de Francis Holm. Là, il découvrit finalement que lorsqu'un patient était absent de l'hôpital, l'infirmière de garde notait tout simplement la température du thermomètre posé sur sa table de nuit. Donc le patient, en gros, n'avait pas besoin d'être forcément présent pour que l'infirmière prenne sa température. L'alibi tombait donc à l'eau. En août, Abgral poursuivit seul son enquête et se rendit au service technique de recherche judiciaire de Rosny-sous-Bois et chercha à en savoir plus sur le parcours de Francis Holm. Il apprit que la brigade de recherche d'Avignon enquêtait aussi sur lui. Abgral se rendit aussi dans le Vaucluse où le chef de brigade lui expliqua son affaire. Un ancien légionnaire et agriculteur de 60 ans avait été retrouvé dans des broussailles, le crâne fracassé à coups de pierre et sans pantalon. Le corps était d'ailleurs étendu non loin d'un centre Emmaüs. Le meurtre était extrêmement violent et ressemblait en tout point à celui d'Aline Pérez. Toujours libre, le 7 mai 1991, Holm fera la connaissance de Michel Guillaume, un jeune homme de 19 ans, et de sa cousine Laurence Guillaume, âgée de 14 ans. Après la fête, Laurence repartit chez elle en cyclomoteur. Holm et Michel la suivirent en voiture afin de lui éclairer la route avec les phares. Dans la voiture, Holm discuta avec Michel et lui annonça que sa cousine était belle et qu'il aimerait la baiser. En gros, je parle vulgairement, mais c'est ce qu'il a dit. Michel Guillaume avoua que lui aussi aurait aimé faire l'amour avec sa cousine. Bon, lui, il est très dérangé parce que bon, la consanguinité, il y en a assez, j'ai envie de dire. Ils la rattrapèrent alors et la renversèrent, puis la forcèrent à monter dans la voiture et l'emmenèrent 10 km plus loin. Ils vont l'emmener dans un champ de maïs. Francis Holm maintenut Laurence par le cou avec un couteau et il ordonna à Michel de la violer, mais le jeune homme en était finalement incapable. Holm s'éloigna alors avec l'adolescente et le lendemain, un jeune enfant découvrit le corps de Laurence Guillaume dénudé et égorgé. Lors d'une nuit de janvier 1992, Francis Holm réalisa son dernier meurtre. Il tua Jean Rémy, un homme de 65 ans qui était devenu dépressif après la mort de son épouse. Il s'était endormi dans le train de Boulogne-sur-Mer et ne savait pas où aller. Il rencontra alors un vagabond qui marchait dans la nuit. Il discuta avec un moment, puis soudainement, le vagabond nommé, bon je vais pas vous rappeler son nom, je le dis depuis le début de la vidéo, Francis Holm, le poignarda. Le 7 janvier 1992, Abgral se rendit en Alsace avec un collègue pour rejoindre Francis Holm. Abgral lui demanda ce qu'il avait fait depuis. Holm provoqua de nouveau Abgral en affirmant aimer les situations de guerre, les scènes de combat rapprochées et les poignards. Il dira même s'être allongé sur une plage un jour avant Noël et avoir rêvé d'une femme assassinée au couteau. Puis il avoue enfin le meurtre d'Aline Pérez, qu'il avait auparavant toujours nié. Et le jour même, c'est-à-dire le 7 janvier 1992, Abgral lui passa les menottes. Les enquêteurs auront par la suite beaucoup de difficultés à confirmer d'autres crimes, car les actes sont perpétrés sans aucune raison ni aucun mobile par une personne qui ne cesse de changer d'endroit. De plus, il existe une mauvaise coordination entre les différents services de police lors de cette affaire. Ils n'ont pas été en contact entre eux et c'est malheureusement ça qui a fait que les victimes se sont accumulées. Finalement, c'est Jean-François Abgral à lui seul qui va réussir à remonter le fil des meurtres et à condamner l'un des pires tueurs en série de l'histoire de la France pour d'autres assassinats. Ses victimes étaient aussi bien des hommes que des femmes, parfois des enfants ou même des vieillards qu'il croisait dans la journée ou dans la nuit et qu'il tuait impulsivement. Souvent, il agissait seul et avait aussi une grande dose d'alcool dans le sang. Les meurtres avaient souvent une motivation sexuelle, bien qu'il était impuissant. Il ne violait donc pas ses victimes, mais pouvait se masturber sur les cadavres qu'il avait mutilés. Francis Holm est donc un tueur brutal qui a tué avec des modes opératoires très différents. Il a tué à coups de poing, à coups de pierre, à coups de couteau. Il a également étranglé ses victimes aussi, il faut savoir. Et lors des interrogatoires, en fait, il avait deux désirs, celui de parler pour se vanter de ses crimes et celui de se taire pour échapper à la justice. D'un côté, il
il réfléchissait pas et de l'autre il réfléchissait. Donc au final on remarquera qu'il a longuement été couvert par le secret médical, qu'il s'est réfugié dans des hôpitaux psychiatriques à maintes et maintes reprises. On compte à peu près, c'est même pas à peu près, je crois qu'il y a un chiffre précis. Il a été interné 85 fois en 5 ans. Donc 85 fois, lui c'était pas un petit visiteur de la maison des fous, hein. C'était un membre permanent. Alors pour plusieurs psychiatres et psychologues, Francis Holm est un psychotique irresponsable, alors que pour d'autres, c'est un psychopathe manipulateur qui prémédite ses meurtres. Si je dois donner mon avis, je pense que je n'ai pas d'avis, parce que je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que d'un côté, on pourrait croire qu'il est psychotique, puisque bon, c'est des meurtres faits sous extrait de rage, enfin sous période de rage un peu. Et de l'autre, psychopathe, parce qu'il mène bien son jeu, mais bon, à la fin, il finit quand même par révéler ses meurtres. Alors, c'est à vous de voir, vraiment. C'est à vous vraiment de voir s'il est psychopathe ou psychotique, moi je ne sais pas. La police parviendra à prouver 9 meurtres, dont celui d'Aline Pérez, et même si on lui attribue près d'une quinzaine d'autres meurtres, il sera condamné pour seulement 6 d'entre eux à la réclusion criminelle à perpétuité. Condamné d'abord par la cour d'assises de Quimper en 1994, puis de Metz en 1995, puis de Draguignan en 1997, puis de Saint-Omer en 1999, puis de Nancy en 2002, et enfin celle de Reims en 2004. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter. Voilà, c'était l'épisode numéro 19 sur Francis Holm, le routard du crime, Serial Murder 19. Je pourrais vous faire d'autres épisodes sur des tueurs en série français si ça vous intéresse. J'en ai déjà fait 2, je crois. J'en ai déjà présenté 2. Depuis le début de la chaîne, j'ai fait une vidéo sur Gilles de Rais et une vidéo sur Émile Louis. Oui, sur Émile Louis. Alors les tueurs en série français, j'en connais beaucoup. Je connais aussi très bien leur histoire. Alors si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, c'était le 3e épisode sur un tueur français. En espérant qu'il vous aura intéressé. Moi je vous laisse, c'était Hughes. Je vous souhaite une bonne continuation, faites très attention à vous, vous pouvez voir que les fous ne sont pas loin. Une très bonne nuit tout le monde, ciao.